Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. Vous êtes de nombreux téléviseurs, téléspectateurs de la Montre TV. Bienvenue dans ce grand numéro, ce grand rendez-vous du week-end, l'émission Écho de l'UAC, la grande messe qui vous arrive, soit qui se passe chaque samedi à partir de 13h45 jusqu'à 14h45. Vous êtes nombreux à nous suivre, fidèles au poste. Nous disons merci, sentez-vous à l'aise et surtout serrez vos ceintures car la science arrive. Vous êtes dans des salons de coiffure, vous êtes dans des bistrots, vous êtes au volant de vos voitures, vous êtes partout à travers le 4 coins de la ville de Butembo. Nous vous disons merci et nous vous accueillons bras ouverts dans ces grands numéros du samedi 21 juin. Et nous vous disons franchement merci et surtout excellentes conditions. Nous sommes là, en fait, après un certain temps, après un certain silence, nous sommes finalement là et nous savons que vous êtes également là pour nous suivre. Pour aujourd'hui, comme vous le savez, l'émission Écho de l'UAC, la grande messe du week-end, a 3 rubriques, notamment la rubrique Actualité, dans laquelle nous vous donnons les actualités et à briller. On sait de l'université, mais aussi rétrospectif de la semaine, on sait de l'université. À part cela, nous vous faisons découvrir l'une des facultés qu'organise l'UAC. À part, soit à la fin, il y a la rubrique, d'ailleurs, qui est phare de cette émission, qui reste la rubrique débat. Et pour être un peu bref, dans cette rubrique riche, tant attendu, nous allons aujourd'hui skipper autour de la thématique que je dirais actuelle, la thématique qui vaut la peine d'être débattue. Et il s'agit de quoi? Il s'agit de l'université. Vaut-elle la peine? Pourquoi y aller? Aujourd'hui donc, nous allons essayer de nous interroger et de comprendre l'avantage de l'université. L'université vaut-elle la peine? Pourquoi y aller? C'est pour cela que pour y débattre, pour skipper, nous allons recevoir dans cette émission, dans la grande rubrique débat, le CT Cambéry Mwangaza qui est avec nous, que je vais présenter d'ici là. Donc, tenez-vous à l'aise. Vous voulez réagir, vous voulez nous écrire, faire partie de nous, composez seulement le numéro qui est en bas de vos postes téléviseurs pour interagir avec nous. Sans plus tarder, sans transition aucune d'ailleurs, je m'en vais me plonger dans la rubrique Actualité. Et comme vous le savez, vous l'avez déjà suivi, l'UAC actuellement à deuil car elle a perdu une de ses étudiantes et il s'agit de mademoiselle Kanondo Lydie qui nous a laissé, qui ne fait plus partie de nous.
Il avait décédé, c'était le jeudi 12 juin, enterré le vendredi 13 juin c'était vers Masereka. Et donc, c'est une étudiante de l'Université de l'Assomption au Congo qui était à sa première année, qui était à IAG. Malheureusement, Dieu n'a pas voulu à ce qu'elle puisse faire, soit continuer avec elle. C'est pour cela qu'elle est partie tôt. Alors, en mémoire de cette illustre disparue, l'Université de l'Assomption au Congo en général, l'émission Écho de l'UNC en particulier, présente ses condoléances, d'ailleurs le plus attristé, à la famille, connaissance de cette illustre disparue, Kanondo Lydie, qui ne fait plus partie de nous. Nous allons donc observer une minute de silence en mémoire de notre camarade. Et voilà, téléspectateurs, à la radio comme à la télévision, une minute, ça se calcule d'une autre manière, mais l'essentiel est qu'on l'a fait à l'honneur de cette illustre disparue. Et je vous signale d'ailleurs que aujourd'hui, ce samedi, à partir de 15h30, l'UNC va jouer contre l'IOR et ça sera un match d'hommage. Nous allons rendre hommage à Lydie Kandondo qui nous a laissé, également à Lydia qui nous avait laissé au mois de février. Et donc, vous êtes partout, vous nous suivez maintenant. Prière de venir à Kambali, partager ces moments ensemble avec la famille universitaire, avec tous les étudiants et toutes les autorités de l'UIAC. Cela étant, je demande une courte pause avant de plonger dans la rubrique phare de cette émission. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. Et voilà, téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau magnifique, ce studio magnifique de la Monte TV, dans la grande émission Écho de l'UAC et surtout dans la rubrique débat et donc après actualité que vous avez bel et bien suivi. C'est pour cela que ça peut tarder. Je vais devoir encore une fois vous rappeler la thématique du jour. Et pour aujourd'hui, nous allons essayer de nous interroger quant à la valeur de l'université, quant à l'importance de l'université. L'université vaut-elle la peine? Pourquoi y aller? Aujourd'hui, après la 6e année,
après la dernière année, nous tous, nous avons tendance à venir à l'université. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ensemble avec les experts, nous avons voulu nous interroger. Est-ce l'université vaut-elle la peine? C'est pour cela que pour débattre, pour comprendre, répondre à cette question, nous avons invité les CT Camber et Mwangaza qui est avec nous aujourd'hui et maintenant. Monsieur le CT, bonjour. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. C'est pour nous un grand plaisir de vous recevoir encore une fois sur ce plateau de la Moto TV. Merci beaucoup. Vous savez comment content. Surtout pour la deuxième fois dans cette émission. La deuxième fois, oui. Voilà, et d'ailleurs la thématique, elle est presque similaire à celle qu'on avait développée la fois dernière. L'université vaut-elle la peine? Pourquoi y aller? Étant expert déjà, pouvez-vous répondre à la première question? Quel est le rôle social de l'université? Oui, merci beaucoup pour cette question très cruciale. Et nous sommes très heureux de nous retrouver dans ces studios pour débattre d'un thème ou d'une thématique qui est à la une. L'université, c'est devenu vraiment avant que tout le monde veut aller à l'université. Est-ce que réellement l'université vaut la peine sur le plan social dans notre société? Voilà. Merci pour la question et nous disons que l'université est vraiment très importante dans la vie de l'homme. Juste après l'école primaire, on cherche à aller à l'école secondaire. Après l'école secondaire, on cherche à aller plus loin et c'est l'université. Pourquoi université? Même le terme est dit universel. Et quand nous parlons d'université, c'est que nous voulons développer les connaissances. En fait, le plus souvent, lorsqu'on fait l'école secondaire, on s'arrête à un niveau donné et tout ce qu'on a étudié est limité. Mais lorsqu'on va au-delà, on entre maintenant dans le monde de la recherche. Alors, l'université a pour rôle important, d'abord, le développement des compétences. Le travail à la société, et puis aussi, on doit aller au niveau du développement, soit économique ou, disons, humain. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsque nous parlons ici du développement, que nous appelons ici développement des compétences? Lorsqu'on on finit l'école secondaire, on est en mesure de faire quelque chose, oui, mais on n'est pas encore à un niveau élevé de faire des recherches dans ce domaine. Et alors, l'université nous aide à faire des recherches. Alors, nous avons normalement trois types de recherches. Il y a ce que nous appelons la recherche fondamentale, et celle-là, c'est fait à l'université exactement. Et la recherche fondamentale consiste à quoi? Consiste à mener des recherches. Lorsqu'on trouve qu'il y a d'abord un problème, on cherche à trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, il faut alors mener des investigations. Et on ne peut jamais mener des investigations lorsqu'on n'a pas été formé dans ce sens-là. Alors, lorsqu'on a été formé, on doit maintenant, disons, trouver des solutions à des problèmes qui guettent notre société. Alors, à l'université, on forme des chercheurs qui doivent faire des recherches. Alors, si nous pouvons revenir dans l'histoire de l'université, juste au début là, on a créé deux types. Il y a l'université, il y a aussi ce qu'on appelle l'institut supérieur. Alors, beaucoup nombreux qui nous suivent maintenant ne maîtrisent pas la différence entre ces deux types. Vraiment. Si vous pouvez, avant de répondre à la question, d'abord essayer d'établir les parallélismes. Vraiment, je vais donner la différence entre les deux. Lorsque nous parlons d'université, là on forme des chercheurs. Après avoir trouvé les résultats de leurs recherches, il faut alors que les autres qui font les instituts supérieurs appliquent les résultats obtenus au niveau des recherches qui sont faites par les universités. Alors, cela était le cas avant, mais à un moment donné, on a réalisé que un universitaire, après avoir trouvé les résultats de ses recherches, doit aussi appliquer ces résultats-là. Chose qui était seulement faite par celui qui fait l'institut supérieur. Alors les deux,
on peut faire des recherches, après avoir abouti au résultat, on exécute ou bien on réalise les résultats de ces recherches. Et donc, nous devons savoir une chose. Lorsqu'on va à l'université, on apprend. Et quand on vient d'apprendre, on développe un esprit critique. Et cet esprit critique doit nous aider à nous intégrer dans la société. Nous devons, disons, jauger les problèmes qui guettent la société et nous devons aussi trouver solution. Voilà pourquoi les apprenants, après avoir fini leur cycle secondaire, doivent aller au niveau supérieur pour développer leur esprit critique et arriver aussi à innover. On ne peut pas innover lorsqu'on n'a pas été au niveau universitaire. Voilà, d'abord, ce que vous l'avez d'ailleurs souligné, oui. On est formé pour trouver solution à des problèmes qui guettent la société, oui. Mais est-ce qu'actuellement, on peut dire que ces universitaires, après l'obtention de leur diplôme, trouvent solution à des problèmes qui sont dans la société? Exactement, c'est ce qui s'est fait. Mais le mal, au moins parce que ceux qui suivent ne partagent pas cette idée. Exactement. Nous allons trouver que le monde dans lequel nous vivons se développe avec les recherches. J'étais en train de parler de 3 types. Alors, je n'avais pas encore fini. Je parlais d'abord de la recherche fondamentale. Il y a la recherche appliquée et la recherche qu'on appelle recherche de développement technique. Vous devez savoir une chose que avant, lorsqu'on était dans la période de la préhistoire, où les hommes vivaient de la cueillette, de la chasse, et on ne devait pas imaginer qu'on devait avoir des machines. Mais avec le développement, mais ce qui a bloqué ça à un moment donné, c'était la situation qui prévalait pendant une période donnée, juste à partir du début de l'invention de l'écriture, que nous appelons la période de l'histoire. Nous sommes allés plus loin jusqu'au XVIIe siècle où quelqu'un qui pouvait dire le contraire de ce qui était connu, voilà. On devait l'appeler un hérétique, il devait être brûlé vif ou bien crucifié. Alors c'est après, lorsque les Galilée, les Copernic avaient été, disons, exécutés, qu'on s'est dit non, on peut laisser la liberté aux gens d'innover. Et c'est comme ça que plusieurs recherches se sont faites et plusieurs solutions se sont retrouvées. Si nous voyons les grandes découvertes, nous allons trouver que les grandes découvertes se sont faites à partir du XVIIIe siècle. Et actuellement, ce que nous voyons, ça existe depuis beaucoup de temps, mais on est en train de performer ça. Et c'est ce que nous appelons recherche de développement technique. Avant, nous utilisions des houes, mais dans les autres pays, on n'utilise plus les houes, on utilise des tracteurs pour juste alléger l'homme à travailler. Et puis aussi augmenter la production. Voilà alors. Oui. Allons à côté des autres pays. Oui. Restons chez nous. Oui. Merci. Chez nous, à Butembo, chez les Nandes surtout, il y a déjà une phrase qui est populaire. Oui. Soyez, en fait, Kinande qui dit, je cite, Abasoman pour Wakata Naïtchebo. Partagez-vous cette idée? En fait, lorsque nous disons cela, si nous pouvons revenir d'abord ici et nous allons donner la situation générale de notre pays. Ici chez nous, c'est en fait une phrase qui est déjà populaire. Et cela est lié à quoi? Cela est lié à la politique de notre pays. Voilà. Mais quand nous allons dans le cadre de recherche, je vais prendre quelques cas. Prenons le cas de l'IBTP. Si nous prenons l'IBTP, toutes les maisons qui sont en train d'être construites ici sont faites surtout par nos enfants qui ont étudié là, à l'IBTP. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de transformer notre milieu? Prenons notre université qui est l'UAC. Nous avons des étudiants qui ont fini, qui sont en train de faire beaucoup de miracles ici, par-ci, par-là. Nous avons nombreuses institutions. Nous avons, par exemple, dans le cadre du développement. Les gens qui sont en train de travailler dans les organisations ici, il y a ceux qui sont en train de créer même leurs propres entreprises. Ce sont des gens qui ont eu cette idée-là, ce sont des gens qui ont été formés et à partir de cette formation, ils ont alors innové.
Mais quand nous sommes en train de dire que notre pays a des problèmes, avancement, surtout, des grands-mères qui nous suivent maintenant, des grands-pères, savent que avancement, bon, tout ça, moi j'ai toujours donné, j'ai toujours orienté cet échec au niveau des rouages de notre politique. Vous allez trouver quelqu'un qui a toute la connaissance, parce que vous allez trouver que nombreux qui sont en train de diriger, ce sont des gens qui ont beaucoup étudié, qui sont des universitaires, qui ont même mené des recherches et qui savent trouver des solutions. Et qui savent des théories, mais qui n'arrivent pas déjà. Le problème, c'est quoi? Lorsqu'on est dans une sphère donnée, il y a une politique qui se joue là-bas. Vous allez trouver les gens, on va vous dire non, vous, c'est vrai, vous faites ceci, mais voici l'idéologie. Et quand on va vous dire de suivre l'idéologie, au lieu de faire quelque chose qui est bon à la société, on a tendance à suivre cette idéologie. Mais les praticiens sont en train de faire des merveilles. Si vous voyez des gens qui sont en train d'innover, ce sont des idées qui viennent même des gens qui n'ont pas étudié. Mais quelqu'un qui a étudié doit ajouter à la théorie maintenant la pratique. Mais il y a d'autres qui sont en train de faire des pratiques sans avoir fait de longues théories. Alors, si quelqu'un va marier les deux, celui-là est plus performant que celui qui a seulement la pratique sans la théorie. Voilà pourquoi nous disons que sur le plan social, l'université a un rôle important. Même dans le cadre aussi de la rémunération. Si nous voyons de près quelqu'un qui a fait l'université par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait l'université, si tout ça au boulot, c'est d'abord celui qui a fait l'université qui accède vite à l'emploi et qui a aussi beaucoup de chances de gagner plus que l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est aussi l'orgueil et la stigmatisation, dit que l'autre, c'est pas la compétence qui compte vraiment. Non, ce n'est pas un problème de stigmatisation. On sait que celui qui a étudié a fait beaucoup de temps en train d'étudier. Et il a droit aussi à la rémunération par rapport au temps qu'il a réalisé quand il était Voilà, merci. C'était l'éducateur, vous avez suivi cette première intervention et vous êtes nombreux déjà, vous qui nous écrivez, nous vous disons merci pour cette sympathique invitation et nous allons vous lire d'un moment à l'autre. Pour l'instant, c'est d'abord les débats. Nous développons la thématique avec les 7 témoignages qui est avec nous. Et la suivante question, c'est comment l'université congolaise peut-elle remplir sa fonction sociale? Oui, merci beaucoup encore pour cette question. Si nous parlons de l'université congolaise pour remplir sa fonction sociale, ici nous disons que la première chose que nous préconisons, c'est d'abord d'adapter le programme au niveau des réalités congolaises. Le plus grand problème est que dans notre société, on a tendance à, disons, je ne sais pas si je peux utiliser le terme voler. Donc nous prenons in extenso les programmes qui sont adaptés à d'autres pays et nous ne voyons pas réellement nos vrais problèmes. C'est vrai, actuellement avec les innovations, on a déjà intégré le système LMD. Il faut que normalement nous soyons à mesure d'adapter l'enseignement et pour que les choses répondent aux réalités de notre milieu. Alors, ici nous disons qu'on doit d'abord adapter le programme. Pour adapter le programme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord voir les vrais problèmes que nous avons. Et pour maintenant résoudre ces problèmes, il faut alors un programme adapté. Ce que nous devons aussi ajouter, nous devons aussi miser sur l'entrepreneuriat. On a réalisé qu'avec le système dans lequel nous sommes, le salariat n'aide pas quelqu'un à évoluer. Et c'est comme ça que même l'entrepreneuriat est devenu comme un cours transversal. Même au niveau secondaire, on est en train aussi de préconiser l'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat? Puisqu'on devient autonome. Et pour y arriver, il faut alors que le programme soit adapté pour réellement résoudre ces problèmes-là et que ceux qui sont formés soient réellement autonomes. Donc l'entrepreneuriat doit être aussi
Et donc, c'est donc, si on peut essayer de comprendre, Oui. est-ce qu'on peut dire que l'université en soi fait sa part? Il y a que les apprenants, soit des étudiants qui n'arrivent pas à bien se défendre dans la communauté. C'est vrai, mais nous n'allons pas dire cela concrètement. Les étudiants s'adaptent à ce qui est prévu. Si les étudiants ne sont pas en train de faire ce qui est préconisé, c'est peut-être que nous donnons ça théoriquement. Comment expliquer que quelqu'un qui va vous parler de l'entrepreneuriat va aussi partir toujours des exemples des autres et lui-même n'a jamais aussi entrepris? C'est ça le mal. Voilà. Donc quelquefois nous demandons quelque chose aux apprenants que nous-mêmes nous ne sommes pas en train de faire. Mais lorsqu'on fait ça soi-même, exactement, on a facile aussi à intégrer ça chez les autres. Et si les apprenants eux-mêmes arrivent, ils voient ce que vous faites, ils vous disent, ah, justement, moi-même je dois aussi entreprendre comme vous. Mais il vous dit que faut suivre l'exemple des autres. On lui pose la question, vous avez quoi aussi? Vous n'avez rien. Il faut que nous puissions aller jusqu'à la formation que nous appelons pratique. Et quand nous parlons de la formation pratique, nous devons partir de ce qui est concret et non pas parler de ce qui se fait en Europe, comme si réellement nous vivions en Europe et pourtant nous vivons ici. Donc nous devons chercher à résoudre le problème qui nous guette dans notre vie. Donc nous devons faire de la recherche que nous avons appelée appliquée. Et la recherche appliquée, c'est celle qui va nous permettre réellement de trouver quelque chose de nous-mêmes et qui va alors résoudre le problème de nous-mêmes. Oui. Voilà un peu. Et nous devons plus aussi tenir compte de l'éthique. Vous savez que ce qui gêne le plus souvent actuellement, c'est l'éthique. Une connaissance sans conscience. Et vous voyez quelqu'un faire quelque chose juste puisqu'il veut faire ceci. Voilà. Comme les gens qui font le kidnapping, nous avons les gens qui font ceci. Lui voit ses intérêts propres, mais ne voit pas les intérêts de la communauté. L'université devait nous aider à résoudre ces problèmes-là et que chacun se sente à l'aise. Mais c'est plus grave que même ceux qui avaient fait l'université tombent parfois. Exactement, c'est ça le problème de ce que nous appelons l'oisiveté. Le chômage. Nombreuses personnes en chômage cherchent à trouver des moyens, peu importe leurs aboutissements, pour gagner de l'argent. Et vous trouvez quelqu'un qui va faire n'importe quoi, son essentiel, si je dis son essentiel, puisque ce n'est pas l'essentiel de tout le monde, voilà. Lui c'est gagner seulement la vie, le reste. Et pourtant, l'université devait nous aider à régulariser toutes ces difficultés. Voilà, merci pour cette intervention. Téléspectateurs, vous êtes toujours là, franchis et surtout fidèles devant vos postes téléviseurs à suivre cette grande émission, ces grands numéros Écho de l'UNC, la grande messe du week-end. Et pour aujourd'hui, nous sommes en train de débattre autour de la thématique l'université vaut-elle la peine? Pourquoi y aller? Vous êtes en train de nous suivre de toutes premières interventions avant de nous plonger dans la seconde partie de cette émission, de ce débat. Une petite pause et nous vous revenons. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. La beauté du monde est faite pour le bonheur de l'homme, son bien-être. Vivre heureux, c'est le cadeau que le Créateur a offert à l'humanité. Ainsi, toutes nos entreprises s'orientent vers notre bonheur parce que notre avenir dépend de nos choix. L'Université de l'Assomption au Congo est le meilleur choix du moment. Bienvenue à l'Université de l'Assomption au Congo. Ce n'est pas magique, mais c'est pourtant les mots qui ont changé la vie et le destin de plusieurs personnes qui sont passées par là. Elles sont venues comme tout le monde, accueillies par tous, mais n'en sont pas ressorties le même. L'UAC émerge en temps réel lorsque la République démocratique du Congo a besoin d'être enrichie et transformée par les diplômés bien équipés de différentes capacités. Les étudiants en pleine formation croient à la concrétisation de cette vision
parce qu'ils ont accepté d'y apporter leur contribution après leurs études au sein de nos facultés et départements. À l'UAC, faites comme chez vous. La diversité est une grande richesse. Les programmes reposent sur de bonnes bases et vous sont dispensés dans les bâtiments distingués. Le site de Boulenguera pour le département de philosophie est un environnement qui vous offre de l'air frais et de la tranquillité de l'esprit. Le site de Mirador, beau aux yeux, doux à respirer, avec un air de tranquillité d'une construction des dernières générations. Le site Kambali, qui héberge les laboratoires informatiques, la radio et la télévision école, tout se récupère et tout se gagne avec nous. Prêt pour gagner? Bienvenue à l'UAC. Et voilà, prêt pour gagner. Bienvenue à l'Université de l'Assomption au Congo, UAC, université pas comme les autres. Et téléspectateurs, nous sommes encore là. Et dans la continuité de ces grands débats, de cette grande émission qui tourne autour de la thématique, l'université vaut-elle la peine? Pourquoi y aller? Et nous sommes avec le CT Kambere Mwangaza qui a de répondre à nos différentes questions. Et la question qui vient juste après cette pause, c'est de savoir, pas simple si l'université répond aux inspirations de la société dans laquelle nous vivons. Est-ce l'université répond vraiment aux besoins réels de cette population vulnérable, de cette population qui est en train de fuir jour et nuit, qui est en train de souffrir, qui n'a pas accès aux soins, qui n'a pas accès à l'éducation, qui est face à vraiment crise monétaire? Est-ce que l'université est en train de répondre à ces problèmes? Oui, merci encore une fois pour cette question si cruciale. Nous sommes confrontés à un défi qui est réel. Nous sommes à difficulté dans notre pays. Est-ce que réellement l'université joue son rôle pendant que nous sommes en train de souffrir jour et nuit? Exactement, nous avons un problème très sérieux et je l'avais déjà même énoncé que nous avons un problème du programme. En fait, le problème que nous avons à résoudre sont des problèmes concrets, mais malheureusement, vous allez trouver qu'il y a certaines orientations à l'université qui ne répondent pas réellement aux besoins réels de la population, mais c'est vrai, ce sont des programmes qui répondent à d'autres besoins, qui sont au-delà maintenant de notre population, surtout celles qui n'ont pas étudié. Nombreux qui n'ont pas étudié ne trouvent pas réellement le rôle de l'université, mais l'université est en train de faire son travail. Si nous voyons de près notre milieu tel qu'il est, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en train d'être réalisées par les universitaires. C'est vrai, lorsqu'on n'a pas étudié, on croit que l'universitaire, c'est quelqu'un qui doit résoudre les choses comme si c'est un miracle. On dit ceci et directement la solution se trouve. C'est un processus. Et quand c'est un processus, si réellement nous avions des dirigeants responsables, en tout cas, on n'aurait pas de problème. Puisque les solutions sont toujours là. Mais il y a toujours le problème des mauvaises volontés de certaines personnes. Mais dire que déjà les problèmes sont au niveau des dirigeants, non, les dirigeants n'étudient pas avec les étudiants. Comment est-ce qu'il y a déjà cette coïncidence? Oui, pourquoi je dis ça? Je vais vous faire un exemple simpliste. Prenons le cas du ministère de la Recherche scientifique. Combien de gens ici à Butembo ont déjà bénéficié des fonds liés à la recherche scientifique? Ailleurs, lorsque vous avez un projet de recherche, le gouvernement vous soutient. Mais chez nous, pour même publier un petit article, il faut débourser son propre. On gagne combien? C'est comme ça que nombreux font comme si ils n'ont pas de problème à gérer, mais le problème pilule, le mal est que même les petits soutiens manquent. Et voilà pourquoi nombreux qui peuvent innover font comme si le problème n'existe pas. On voit le problème qui pilule, malheureusement, trouver solution, ça demande même des petits moyens, mais quand on voit les conditions dans lesquelles on vit, on fait comme si on n'a pas de problème, et on dit comme si les choses allaient à la normale. Et pourtant, les problèmes sont là. Donc, voilà pourquoi j'ai indexé le gouvernement.
disons que notre gouvernement a un problème sérieux. Il ne supporte pas les recherches. Mais ailleurs, lorsque vous avez un thème de recherche, on vous fait des moyens et vous aboutissez au résultat qu'il faut aider tout le monde. Mais ici, chez nous, on fait comme si on n'a pas de problème et on vit comme si on n'a même pas étudié. Et pourtant, nous avons ici des gens qui ont de très bonnes idées, mais qui restent dans le tiroir. Puisque mais au moins, pour être très concret, pouvez-vous citer certains exemples de gens qui ont déjà, au moins, des universitaires, qui ont déjà, au moins, prouvé de quoi ils étaient capables, qui ont déjà, au moins, y en défendre ce qu'ils avaient acquis à l'université? Des exemples? Oui, les exemples existent. Nous avons plusieurs innovations dans les institutions. Si nous pouvons rester dans le cadre de l'UAC, ici à l'UAC, nous sommes en train de voir qu'on est en train de transformer des déchets que nous appelons des déchets non biodégradables en d'aller. Ça, c'est une innovation. Et là, on trouve que les gens sont en train d'acheter et cela prouve que c'est l'ingéniosité de qui? De nos étudiants. Nous avons, en dehors de ça, même sur le plan de télécommunications, si nous sommes dans ces studios, ça c'est l'œuvre aussi de l'université elle-même qui a créé cette télévision. Chose qu'on ne pouvait pas imaginer, puisque nous on croyait que tout doit venir toujours des blancs. C'est vrai, même si les instruments qui sont utilisés sont venus des blancs, mais quand même, ça c'est un montage qui est attribué à l'université. Alors, c'était, s'il vous plaît, dans votre speech depuis le début, je vous trouve épais, en fait, au milieu. Vous n'arrivez pas vraiment à déterminer si vraiment la faute revient à qui? Est-ce à l'université? Est-ce à l'apprenant? Est-ce au gouvernement? Ah, merci beaucoup. Je comprends. Voilà. J'ai plus indexé le gouvernement, mais nous devons savoir que la faute est à partager. Nous ne devons pas toujours renvoyer la faute au gouvernement, mais nous avons aussi notre part. C'est un système. Lorsque nous parlons de la formation, nous disons toujours que c'est un système. Et un système, si un élément a des problèmes, c'est tout le système qui en souffre. Les apprenants ont aussi leur part, dans le sens où actuellement les apprenants ont déjà aimé la facilité. Lorsqu'on demande de faire ceci ou cela, actuellement avec la technologie, vous allez trouver l'apprenant qui va prendre directement son téléphone, le chat GPT, je ne sais pas, Google, voilà. Et au lieu d'utiliser sa tête pour raisonner, lui utilise ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et il n'a plus le temps de raisonner même sur le problème qui les gagne. Mais même aussi pour les enseignants. Lorsque quelqu'un n'est pas bien payé, il se dit bon, à quoi bon me cramponner? Pourtant, je pouvais faire ceci et il va faire quelque chose en moitié. Ça devient aussi un autre blocage. Nous avons aussi l'environnement dans lequel on se retrouve. Vous trouvez un apprenant, au lieu d'aller disons au cours, il a trouvé quelqu'un qui va lui faire ceci, il va rester là-bas et puis voilà. Et donc vous réalisez que c'est un système, c'est tout le monde qui est indexé. On étudie en état cascadeur, oui. On étudie en cascadeur. Donc, et ça se retrouve même dans les auditoires. Voilà. Vous posez la question à un étudiant, puis il vient va vous dire simplement que non, moi j'ai fait le cascade. Donc c'est dit bon, entre cascade et étude, est-ce qu'il va profiter de la matière qui a été donnée pendant ce moment-là? Alors on se rend compte que les choses évoluent difficilement. Voilà, merci. Et donc, la responsabilité est à partager. Donc, et l'université, et les apprenants, et l'État, nous tous, nous avons une part dedans. Alors, comme c'est une émission scientifique, et puis nous devons trouver des solutions, peut-être, comme nous sommes dans le soir de cette émission, pouvez-vous alors nous donner certaines pistes de solutions étant qu'expert? En fait, nous devons savoir que pour résoudre les défis que notre université parcourt, nous devons d'abord revenir
disons, aux causes. Et quand nous parlons ici des causes, on ne doit pas chercher les causes plus loin, puisque les causes, comme nous l'avons dit, sont à partager. L'État a sa part, les étudiants ont leur part, les enseignants ont leur part, et l'environnement en général. Et donc, nous devons chercher à revaloriser cette université. Pour que réellement, comme vous l'avez dit, nos mamans, nos grands-pères, nos papas, et si tout le monde, surtout qui n'a pas étudié, voient le rôle de l'université. C'est dommage lorsque un parent a tout vendu et à la fin des études, maintenant il trouve son enfant à la maison, qui devient encore un autre fardeau. Pendant qu'il était en train de le supporter, lorsqu'il étudiait, et ça continue avec ça. Et alors, on doit voir comment gérer la difficulté pour que nous puissions aboutir au bon résultat. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, merci, c'est là que je voulais d'ailleurs aller. Oui, c'est là que je voulais aussi aller. Il faut que d'abord, le revalorise l'université. La revalorisation va venir des quoi? Moi, je propose que d'abord l'État prenne l'université en charge. Nous avons beaucoup d'institutions où beaucoup d'enseignants sont là non payés et les quelques payés sont payés en monnaie de singe. Voilà. Alors, vous allez réaliser que l'enseignant lui-même, il donne cours tout en ne connaissant même pas comment il va gérer sa famille à la maison. Et alors, il est là juste pour finir et on lui donne un petit rien pour qu'il aille ailleurs. Donc, nous avons un problème, les enseignants sont devenus des grands cumulards et ne mettent pas le temps sur les travaux pratiques. Or, ce sont les travaux pratiques qui rendent l'enseignement pratique exact. Vous allez trouver, il va finir, il va dire, bon, vous allez faire ceci. Et il n'a même pas le temps de faire le suivi. Les étudiants aussi, qui sont au même moment des cascadeurs, au même moment des parents, au même moment, ils payent leurs propres frais et alors ils sont obligés de chercher par-ci par-là pour avoir les frais académiques. Nous avons donc un problème, un défi à relever. Nous devons vraiment avoir les deux pieds sur terre. Mais moi je me dis, si l'État pouvait stabiliser la vie des enseignants, les enseignants vont produire les mieux d'eux-mêmes et après cela... Mais aussi, permettez-moi de le dire, permettez-moi de vous couper. Les gens disent déjà dans la communauté, dans les communautés mortelles, on dit que les enseignants aussi ne font que blairer. Mais il paraît que leur situation s'est déjà améliorée. Voilà, bon, là je le dis, comme les paroles de toute la communauté. C'est normal, voilà. Puisque quelqu'un qui n'est pas dans une boîte ne connaît même pas ce qui se fait, ce qui se passe dedans. C'est normal qu'ils disent ça, mais on ne doit pas rester au niveau des pleurnichés. Non. Comme je l'ai dit, nous devons chercher aussi à entreprendre. Un enseignant n'est pas quelqu'un qui doit toujours attendre la fin du mois. Il doit aussi chercher à entreprendre pour qu'il soit aussi autonome. Puisque c'est l'autonomie qui nous rend aussi utile à la société. Mais quand on doit chaque fois attendre, on doit pleurnicher. Le fait de pleurnicher ne donnera pas la solution. Donc, nous devons nous assumer. Si nous réalisons que notre État est devenu des missionnaires, contournons cette difficulté. Et quand nous aurons réalisé quelque chose nous-mêmes, cela va nous aider à désintégrer et puis aussi à améliorer les conditions de nos enfants. Et puis on espère qu'à la fin de tout ça, si tout ça est amélioré, et peut-être l'université aura sa place et les gens verront l'importance. Exactement. On semble ne pas voir l'importance de l'université puisque son impact est vraiment moindre dans nos milieux. Si nous pouvons prendre notre milieu de terrain, on va réaliser que ceux qui sont en train de faire beaucoup de choses, ce ne sont pas les gens qui ont étudié exactement. Et c'est ça qui est Et si on peut faire ça, et donc nous devons maintenant nous dépasser, nous qui sommes à l'université, pour prouver que nous sommes maintenant les conducteurs de ces autres. Et quand on apprend normalement, moi j'ai donné, quand j'ai dit, ceux-là ont la pratique. Ils voient et ils appliquent.
Mais quelqu'un qui est universitaire, lui, au-delà de la pratique, il a la théorie. Et si on peut arriver à marier la théorie à la pratique, on est mieux que celui qui a fait la simple pratique. Voilà pourquoi nous devons toujours nous débattre pour être au-dessus de la mêlée. Voilà, merci. Et c'était d'ailleurs la dernière intervention. Téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre, nombreux dans votre téléviseur pour suivre cette grande émission, ce grand numéro du week-end du samedi 21 juin, l'émission Écho de l'IAC qui se passe chaque samedi, comme je l'ai dit tantôt. Et pour aujourd'hui, nous avons skipidé autour, nous nous sommes interrogés sur la question de savoir si l'université vaut la peine et pourquoi on peut y aller. Vous êtes nombreux, vous qui avez fait les jurys. D'ici là, vous allez passer l'examen d'État. À travers cette émission, réfléchissez. Est-ce intéressant? Est-ce sine qua non de venir à l'université? J'espère que l'ECT a répondu favorablement. Quel appel lancez-vous aussi à tous ces personnes, à tous ces élèves qui sont en train de se préparer pour l'université? Merci beaucoup. Il y a un élément que je dois ajouter, que je n'ai pas pu épingler. Nous devons savoir que l'homme apprend toute sa vie. Et pour se performer, on doit toujours apprendre. Ce n'est pas pour rien qu'on a créé l'université. Et quand nous disons université, c'est l'univers. Pourquoi il n'y a pas d'examen d'État à l'université? S'il y a certains peut-être qui n'ont jamais eu cette curiosité de savoir pourquoi. Oui. Il n'y a pas d'examen d'État puisque c'est l'univers. Et quand quelqu'un doit faire des recherches, on ne les fait pas de la même manière. Si on pouvait créer un examen d'État, c'est qu'on pouvait créer aussi un programme unique où tout le monde devait se trouver. Et pourtant, à l'université, ce n'est pas le cas. Si vous faites des recherches, vous allez aboutir à un résultat. Mais le même résultat là devient encore la base de notre recherche de quelqu'un d'autre, ou bien vous pouvez continuer avec. Donc il y a ce qu'on appelle insatisfaction dans les recherches. Et s'il y a un domaine où on n'a plus à faire de recherche, c'est que c'est un domaine qui est déjà mort. Et du moment qu'il y a toujours des problèmes, on doit toujours trouver des solutions. Alors ceux qui viennent définir, qu'ils viennent. Puisqu'actuellement, quelqu'un qui a son diplôme d'État, il trouve difficilement un emploi. Il faut alors qu'il vienne pour être transformé. Et lorsque nous aurons compris le système dans lequel nous évoluons avec le système LMD, c'est un système qui veut que les choses soient pratiques. On ne peut plus nager dans les théories et puis rester au niveau des théories, mais on doit résoudre le problème concret. D'ailleurs, voilà, merci. Ce qui nous ouvre aussi les horizons. D'ailleurs, c'est une autre thématique que nous aurons décortiqué la fois prochaine. Le système LMD aussi aide cette juvence, cette jeunesse. Voilà, ça reviendra. Mais pour l'instant, on est obligé de s'arrêter. Et donc, je m'en vais vous remercier, téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous avons été Christian Wassikayo devant ce crachoir, accompagné du CT Campere Mawazo. Et je remercie Mouangaza, voilà. Et je remercie. Et c'est presque similaire au nom aussi du recteur de l'université de l'Assomption Congo, le père Mawazo, que j'ai salué en passant. Et je tiens donc à vous remercier, monsieur le CT. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi pour nous avoir choisis et afin de partager cette thématique ensemble. Voilà, merci. Espérons que ça ne sera pas la dernière fois. En tout cas, merci. Et c'est par là que nous avons clos complètement. Nous vous souhaitons un excellent week-end et surtout, restez branchés à la Moto TV. Et surtout, le choix reste cette télévision et surtout l'Université d'Assomption au Congo. Excellent week-end. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle,